Nous sommes le mercredi 5 février, vous êtes sur i24 News. C'est le morning, votre rendez-vous d'actualité tous les matins en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, les journaux israéliens reviennent largement ce matin sur la mort d'un officier de Tzahal près de la bande de Gaza. Ça s'est passé hier matin. Oui, Barbara, en une du Maariv, les images, vous le voyez, des funérailles du capitaine Tal Nachman, un officier du renseignement israélien tué hier par des tirs amis près de la barrière de sécurité aux abords de la bande de Gaza alors qu'il participait à une opération de routine. Le Diot, quant à lui, publie les photos du jeune soldat en permission peu avant l'incident alors que les parents ont déchiré en une du Israël Hayom, vous le voyez, pleurent leur frustration d'avoir perdu un enfant bêtement, ont-ils dit. Et puis toute autre chose dans les colonnes du Jérusalem Post, alors que le secrétaire d'État américain John Kerry met en garde contre une troisième intifada en cas d'échec des pourparlers, eh bien le chef des services de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, lui, ne prévoit pas d'escalade terroriste en Cisjordanie si les négociations devaient ne pas aboutir entre Israéliens et Palestiniens. Une estimation paradoxale selon le quotidien israélien en langue anglaise, puisque Yoram Cohen, qui vous le voyez s'exprimer devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, a toutefois recensé 1700 incidents durant l'année 2013, des incidents qui vont du simple jet de pierre au tir à l'arme automatique, en passant par l'attaque au cocktail Molotov. Et puis Cyril, c'était hier la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Les journaux israéliens reviennent sur cet événement largement ce matin. Oui, très très largement, à commencer par le Maariv qui relaie ce chiffre alarmant de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez bien, d'ici 20 ans, les cas de cancer vont augmenter de 70% dans le monde. Près de 22 millions de nouveaux cas annuels sont attendus à l'horizon 2030, contre 14 millions en 2012, alors que les pays les plus touchés, nous dit le Maariv, sont les pays en développement. 60% des cas et 70% des décès surviennent actuellement en Afrique, en Asie, mais également en Amérique latine. Alors le Maariv, ce matin, fait le point sur la situation de la maladie en Israël. J'apprends notamment dans le journal que chaque année, 28 000 cas de cancer sont recensés dans l'État hébreu et qu'en 2011, 10 287 Israéliens ont succombé à la maladie. Alors parmi les femmes israéliennes, nous explique le Maariv, juives comme arabes, c'est le cancer du sein et du côlon qui est le plus meurtrier. Chez les hommes israéliens, notez cette différence entre population juive et arabe. Parmi les hommes juifs, c'est le cancer de la prostate qui arrive en tête, alors que les hommes arabes, eux, sont le plus souvent touchés par le cancer des poumons. Et puis notez cette étude de l'université de Haïfa en Israël, relayée ce matin par le quotidien Israël Hayom. Les enfants nourris au sein seraient moins susceptibles de développer une leucémie. Allaiter son enfant, nous explique le journal, pourrait réduire jusqu'à 60% le risque de leucémie chez les nourrissons. Et Cyril, on referme cette revue de presse par l'Iran où les autorités ont été pris de court par une tempête de neige sans précédent. Oui, une tempête de neige sans précédent depuis 50 ans qui touche les provinces du nord de l'Iran et qui a provoqué des coupures d'électricité. Près de 500 000 habitants n'ont plus d'électricité depuis samedi, alors que les routes qui mènent à la plupart des villages de la région sont impraticables à cause des chutes de neige. Alors pour faire face à ces intempéries, les autorités vont prendre des mesures d'urgence, titre en une ce matin le Tehran Times en langue anglaise. Elles vont notamment dépêcher dans le nord l'armée iranienne, mais également les pasdaran, vous savez, ce sont ces gardiens de la révolution iranienne pour une opération de sauvetage pas comme les autres. Alors, les flocons de neige suffiront-ils à blanchir Hassan Rouhani ? Eh bien, on est en droit de se le demander ce matin à la lecture du quotidien panarabe Asharq el-Awsat, le Moyen-Orient, qui paraît à Londres, sous la plume d'Amir Taheri, qui nous apprend que le modéré Hassan Rouhani, dit-il cyniquement, a fait pendre un poète de son pays. Et oui, Hacham Sha'bani a été condamné à mort le 27 janvier dernier pour le crime de la Moharabeh. Vous savez, c'est un crime d'hostilité envers Dieu et de menace contre la sécurité de l'État. Hassan Rouhani qui a donné l'ordre de pendre le poète avec un groupe de 6 personnes de la minorité ethnique arabisante des Havazi. Alors selon le quotidien, Sha'bani a été arrêté en 2011 avant d'être torturé puis menacé de viol, et le Asharq el-Awsat de conclure qu'en 2013, l'Iran a exécuté pas moins de 625 personnes, dont 29 femmes et des prisonniers politiques, et plus de 250 de ces pendaisons ont été commises sous la présidence du modéré Hassan Rouhani. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure, on parlera de ces jeunes orthodoxes qui quittent la religion. C'est un grand sujet qui nous attend. À tout à l'heure. Merci.
Mercredi 5 février, voici l'essentiel de l'actualité. Les violences en Syrie s'intensifient. L'armée de l'air a pilonné sans relâche une nouvelle fois la ville d'Alep. Le chaos et le bruit des ambulances a envahi la ville. 8 civils, dont 5 enfants, ont été tués hier après 3 jours de raids qui ont fait, je vous le rappelle, plus de 150 morts dans le même temps. Sachez que le chef de l'opposition syrienne a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou hier. Objectif, la mise en place d'un gouvernement de transition. Et puis le Hamas hausse le ton face aux autres groupes terroristes de la bande de Gaza. Selon un porte-parole du mouvement, tous les moyens seront mis en œuvre, y compris militaires, pour empêcher les factions rivales de tirer des missiles sur Israël. Le ministère de l'Intérieur du Hamas a également annoncé avoir déployé des forces de sécurité aux frontières pour dissuader les tireurs. Le Hamas, vous le savez, tient à maintenir la trêve avec l'État hébreu. Enfin, on va en parler dans un instant, une centaine de chefs d'entreprise emmenés par le MEDEF clôt ce mercredi une visite de 3 jours à Téhéran. La levée partielle des sanctions contre l'Iran après l'accord sur le nucléaire a ouvert une nouvelle ère dans les relations entre les grandes puissances occidentales et l'ancien champion économique du Moyen-Orient. A noter cependant que John Kerry a évoqué avec Laurent Fabius cette visite en rappelant que Téhéran n'est toujours pas ouvert aux affaires car la suspension des sanctions est, je cite, temporaire, limitée et ciblée. Voilà, et on va parler de cette visite avec vous, Mickaël Gabé, économiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les délégations politiques et économiques se bousculent à Téhéran depuis l'accord conclu. Tous courtisent les mots là. On parle de cette visite du MEDEF, 110 patrons français en Iran. Ça fait beaucoup de monde. Ils sont venus faire quoi au pays des mollahs ? Ils sont venus se rappeler de bons souvenirs d'avant la Révolution. C'est-à-dire la France a pendant longtemps été un partenaire économique privilégié en Iran. Souvent, la France a fait des affaires. Maintenant, il faut comprendre que l'Iran, c'est une capacité de production de pétrole extraordinaire. En fonction des prix, des cours, etc., on parle de entre 100 et 200 milliards de dollars par an de revenus pétroliers. C'est forcément, ça allège un peu tout le monde, surtout que c'est un pays qui a énormément de retard, qui a énormément de besoins en termes d'infrastructures. On pense par exemple aux problèmes de raffinerie. De manière paradoxale, l'Iran importe autant de pétrole qu'elle n'en exporte parce qu'elle n'est pas capable de raffiner elle-même son pétrole. Donc il y a des grands acteurs comme Total en France, etc., qui ont peut-être vu ce genre de marché. Il y a le marché automobile, Renault, Peugeot. Renault qui a pendant très longtemps été implanté en Iran. Évidemment, ça intéresse tout le monde. Alors un mot du contexte politique en vertu de l'accord de Genève signé au mois de novembre. Eh bien, une partie seulement des sanctions économiques contre l'Iran a été levée. Est-ce que ces affaires que miroitent les Français sont légales à l'heure actuelle ? C'est-à-dire que la démarche de ce genre de délégation, c'est de poser des jalons. On ne va pas signer des contrats demain. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a eu un complet, on appelle ça une séparation. Voilà, il y a un blocus. L'Iran n'était plus partenaire, etc. Donc il faut recréer des relations. Tout ça ne se fait pas en un jour. Cette première délégation va poser les jalons d'un futur partenariat économique. C'est le début, on va voir qu'est-ce qui peut se passer. Ces 110 patrons ne vont signer aucun contrat ces jours-ci à Téhéran ? A priori, non. Encore une fois, c'est vraiment poser les jalons pour une future Est-ce que la France n'est pas allée un peu vite en besogne ? John Kerry a évoqué hier avec Laurent Fabius cette visite en Iran et il explique que les sanctions américaines restaient en grande partie maintenues. La porte-parole du secrétariat d'État américain déclare que Téhéran n'est pas ouvert aux affaires, aucunement, car la suspension de nos sanctions est assez temporaire, limitée et ciblée, on l'a dit. La France va essayer de contourner cet accord ? La France veut se positionner. Aujourd'hui, la crise fait que chaque moteur de croissance est important. Le Moyen-Orient, depuis longtemps, c'est un petit peu l'Eldorado, c'est-à-dire que le jour où beaucoup d'économistes pensent que le jour où le Moyen-Orient sera pacifié, sera calme, c'est le prochain moteur économique de croissance pour une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Et l'Iran a un rôle important dans cette économie. Et l'Iran a un rôle majeur à la fois en termes de partenaire économique et à la fois en termes de pacificateur. C'est-à-dire que pour beaucoup, on vous rappelle l'axe du mal, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah. Enfin,
l'Iran représente pour beaucoup, quelque part, le feu qui peut mettre le feu aux poudres. Donc, l'Iran est d'une part un facteur qui a les clés un petit peu de la paix dans cette région, et en même temps, il est sur une manne économique extraordinaire, et surtout, ils sont très en retard. Les Français ne veulent pas rater ce train. Les Américains disent aux Français de ne pas y aller trop vite parce qu'ils n'ont pas envie non plus de se faire doubler. C'est un petit peu un jeu de dupes au niveau diplomatique, tout ça. Les Français également essayent de calmer le jeu. En tout cas, officiellement, on apprend que le Quai d'Orsay, que Bercy a convoqué ses patrons pour leur expliquer, ne communiquez pas trop sur ce voyage. Le MEDEF lui-même a refusé de faire tout commentaire sur ce voyage. Ça veut dire qu'on est en terrain miné. Exactement, on avance à pas de loup. Faut pas faire trop de bruit. On est dans une hypocrisie s'ils y vont mais qu'ils ne doivent pas en parler? Non, puisqu'on est dans une prise de contact. C'est-à-dire qu'en négociation, en économie, en business, le début d'un business doit se faire dans la discrétion, parce que les choses qui se savent, les choses dont on parle beaucoup, sont les choses qui ne se font pas. Donc, comme toute négociation, c'est une question de business ou c'est une question de légalité? C'est une question des deux. C'est-à-dire on ne peut pas séparer les choses. C'est-à-dire que je peux discuter avec n'importe qui. Ce qui est interdit, c'est de faire des affaires avec les gens. Discuter, ça n'a jamais été interdit. On peut discuter avec les gens, mettre en place des futurs partenariats. Le jour où les sanctions seront levées, on aura gagné ce temps-là. Et on sera dans la course, pour les Français, ils seront dans la course parce que ce seront des contrats extraordinaires. Alors très concrètement, on sait que la banque centrale iranienne reste sur la liste noire de l'Occident tant qu'il n'y aura pas d'accord définitif. Mais on sait que toute transaction doit passer par la banque centrale d'un pays. Comment vont faire les Français? L'Iran se débrouille déjà depuis longtemps. Maintenant, encore une fois, il faut comprendre que d'abord, il y a des moyens, on peut faire des échanges, du troc. L'Iran, depuis des années, n'est pas solvable et pourtant, ils vendent du pétrole en contrepartie d'autres choses, d'hydrocarbures, etc. Donc, il y a des moyens, ça c'est un. Deuxièmement, on se rappelle, c'est une première délégation. C'est sûr que le fait de sortir la banque iranienne centrale de la liste noire fait, à mon avis, partie d'un prochain train de levée de sanctions. Et une fois qu'on pourra faire des affaires avec l'Iran, que ce sera légal, à mon avis, en parallèle, la Banque centrale va être réouverte, en tout cas au niveau mondial, et on trouvera toujours le moyen de faire des affaires. Est-ce que les Américains vont se montrer moins gourmands que les Français dans les mois à venir? Vous parlez du marché automobile, on pense à Ford, General Motors. Ils vont essayer de signer des contrats avec les Iraniens? Bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont là, je veux dire... C'est pour ça que l'accord a été signé? Bien sûr, les Américains ne travaillent que par intérêt. Il faut se rappeler que c'est quand même la première puissance mondiale. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus en livrant des contrats aux autres pays du monde. Ils prennent position, on se rappelle de l'Irak, on se rappelle du Koweït. On peut prendre toutes les guerres qu'ont fait les Américains. La plupart du temps, il y a un intérêt économique derrière. Et la plupart du temps, ils arrivent à bien profiter justement de la Pax Americana qui est établie à la fin d'un conflit pour placer leurs affaires, pour placer leurs sociétés, leurs contrats, leurs consultants, etc., etc. C'est un peu pour ça que les présidents, ils sont nommés. Aux États-Unis, un président, c'est pas gratuit. Il a des gens qui sont derrière lui, et les gens qui sont derrière lui, ce sont des industriels, et ce sont pas c'est pas des enfants de cœur. Il y a des groupes de pression de ces industriels américains, français, sur les gouvernements pour sûr. Accélérer la machine diplomatique? Bien sûr, on a vu à l'époque de la levée, l'accord de Genève, il y a eu de fortes sanctions de General Motors à l'époque. Et d'ailleurs, John Kerry parle de ça. General Motors, ils ont une équipe d'études déjà en place en Iran depuis un petit moment. Et eux aussi sont dans une phase de négociation, de pourparlers, en vue de la normalisation des relations économiques avec l'Iran. Alors encore un mot de la France. La France en tout cas va profiter de cette mission pour ouvrir un bureau commercial auprès de son ambassade à Téhéran. Ça veut dire que tout le monde est dans les starting blocks finalement? Tout le monde. Encore une fois, on l'a dit, entre 100 et 200 milliards de dollars de revenus du pétrole. On n'a pas encore parlé du gaz. On n'a pas encore parlé d'énormément de choses. L'Iran est un grand pays. C'est un pays qui est relativement bien équipé. Encore une fois, j'aime bien rappeler aux gens de regarder sur Google Maps, de regarder des images de Téhéran et vous serez étonnés de ce que vous verrez. C'est une ville, encore une fois, avec, comme dans tout pays en développement, des parties pauvres, mais des parties extrêmement riches. C'est une population qui est relativement, au Moyen-Orient, une population intellectualisée. L'Iran se voit un petit peu comme l'élite même intellectuelle du Moyen-Orient.
Donc c'est un vrai potentiel, ce sont des gens qui sont déjà habitués à consommer, qui ont perdu cette habitude à cause des sanctions, à cause du régime. Le jour où ça reviendra, c'est un vrai potentiel économique pour tout partenaire étranger. Un marché potentiel dont personne ne veut passer à côté. Merci beaucoup, Michael Gabet, d'être venu nous voir ce matin. À suivre dans le Morning, la pub pour la paix. Une vaste campagne palestinienne va être lancée pour véhiculer une autre image, celle de la jeunesse, des boîtes de nuit et de la culture palestinienne. La cible, les jeunes Israéliens. On en parle après un nouveau journal. C'est le Morning, merci d'être avec nous sur i24 News. On poursuit cette édition par l'édito du jour avec vous, Boaz Bismuth. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez choisi ce matin de nous parler d'une décision de la Cour suprême israélienne qui crée un précédent dans le pays. Oui, 8 juges hier, 8 juges sur 9 ont décidé en effet d'obliger, si vous voulez, un petit peu d'appliquer une loi. Et cette loi veut dire que tout le monde doit faire l'armée en Israël, y compris ce qu'on appelle les Haredim, y compris les orthodoxes. Alors en fait, ce que la Haute Cour de justice israélienne a décidé hier, enfin, c'est finalement précipiter le monde politique de prendre une décision parce qu'on ne peut pas continuer de la sorte dans le sens où on ne prend pas de décision. Alors d'abord expliquons pourquoi est-ce que le monde politique ou les partis politiques, que ce soit droite ou gauche, vont de la sorte et ne prennent pas réellement cette décision ou ne touchent pas à ce sujet. Parce qu'il y a bien sûr des raisons politiques, politiciennes, des raisons de coalition. Vous savez très bien qu'on ressemble beaucoup à la 3e voire 4e République dans le sens où on a besoin des partenaires pour former des gouvernements. Aujourd'hui, les orthodoxes ne sont pas au gouvernement. Demain, ils peuvent l'être. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut aussi comprendre l'équilibre de la société israélienne. Il y a bien sûr des communautés un peu différentes, des sociétés qui ont des particularités. Et bien sûr, les orthodoxes font partie de cette communauté. Ben Gurion, déjà en 1948, premier ministre d'Israël, l'avait très bien compris. Et c'est pour ça qu'il avait opté pour le status quo, dans le sens où les orthodoxes ne devaient pas faire l'armée. Aujourd'hui, bien sûr, la société a changé. Aujourd'hui, les orthodoxes en Israël forment un pourcentage beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, on parle pratiquement de 750 000. D'ici 2020, 20% de la société. Mais il faut aussi regarder le côté positif de la chose. De plus en plus d'orthodoxes font l'armée. Déjà dans les années 60, il y avait ce qu'on appelait le Nahal orthodoxe. Bien sûr, dans les années 70 aussi. Aujourd'hui, on a vu une augmentation de 25% dans la mobilisation des Haredim. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la décision de la Haute Cour de justice est bonne et que faut-il faire avec ces orthodoxes? La première question, je vais être peut-être un petit peu original, je vais peut-être aussi me faire jeter de ce plateau. Tous les commentateurs aujourd'hui en Israël disent que c'est une bonne décision, je ne le pense pas. Je pense que cette décision doit être une décision de société ou gouvernementale et si éventuellement on ne prend pas de décision, je pense qu'il est sage parce que... Et c'est ça la bonne raison. Il y a en Israël, bien sûr, il faut faire l'armée, et ça, elle est très important. D'un côté, on parle d'une armée plus petite, plus restreinte, et une armée intelligente. Je ne vais pas dire que les orthodoxes ne vont pas être intelligents pour l'armée, mais eux, ils font ce qu'on appelle l'Imut Torah, qui forme aussi un équilibre dans la société israélienne. Alors, il faut être pragmatique, et les orthodoxes savent l'être. D'un côté, bien sûr, si on ne veut pas faire l'armée, on ne va pas faire l'armée. D'un autre côté, bien sûr, on va servir et contribuer à la société. Il y a d'autres moyens. On l'a trouvé très bien à l'époque avec les filles. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans des écoles, ça peut être de l'aide de n'importe quelle sorte. Et là, bien sûr, tout ça pourra contribuer à une chose. On pourra continuer à leur verser les sommes d'argent pour le Limut Torah, ce que hier la Haute Cour de justice a dit non. Et finalement, eux, de leur côté, vont contribuer à la société parce qu'il est aussi impossible en Israël de rester chez soi, même si on apprend la Torah, et ne pas contribuer à la société israélienne. Est-ce que cette décision de la Cour suprême israélienne, c'est le signe que la justice dans le pays est trop intrusive, trop proactive politiquement ? Voilà, ça c'est la grande question bien sûr, et on parle toujours bien sûr d'une autre cour de justice ou d'une justice israélienne qui est très active. Et regardez en plus, chaque fois on attendait un nouveau grand juge qui va peut-être changer les choses, et finalement on voit que c'est un peu pareil. Ce qui se passe actuellement, je pense aussi, et il est vrai, je l'ai dit avant, que la haute cour de justice aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi qu'on l'a sollicité quand même, c'est-à-dire on l'a sollicité, et donc elle réagit. Là, je dirais que ce qu'elle a essayé de faire un petit peu, et elle a essayé aussi de le faire comprendre, et le garde des Sceaux israélien, le ministre de la Justice, Tzipi Livni, l'a expliqué aussi, ce n'est pas une décision contre les orthodoxes, c'est une société pour la justice. Alors active ou pas active, nous avons, vous savez, une société qui est active, et donc la haute cour de justice un petit peu reflète un peu la société israélienne. Merci beaucoup Boaz, restez avec nous.
mercredi 5 février, voici les grands titres de l'actualité de cette matinée. Les violences en Syrie s'intensifient. L'armée de l'air a pilonné sans relâche une nouvelle fois la ville d'Alep. Le chaos et le bruit des ambulances a désormais envahi la ville. 8 civils, dont 5 enfants, ont été tués hier après 3 jours de raids qui ont fait, je vous le rappelle, plus de 150 morts. Dans le même temps, sachez que le chef de l'opposition syrienne a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères. C'est à Moscou hier. Objectif, la mise en place d'un gouvernement de transition. Et puis le Hamas hausse le ton face aux autres groupes terroristes de la bande de Gaza. Selon un porte-parole du mouvement, tous les moyens seront mis en œuvre, y compris militaires, pour empêcher les factions rivales de tirer des missiles sur Israël. Le ministère de l'Intérieur du Hamas a également annoncé avoir déployé des forces de sécurité aux frontières pour dissuader les tireurs. Le Hamas tient à maintenir, vous le savez, la trêve avec l'État hébreu. Enfin, une centaine de chefs d'entreprise emmenés par le MEDEF clôt ce mercredi une visite de 3 jours à Téhéran. La levée partielle des sanctions contre l'Iran après l'accord sur le nucléaire a ouvert une nouvelle ère dans les relations entre les grandes puissances occidentales et l'ancien champion économique du Moyen-Orient. À noter cependant que John Kerry a évoqué avec Laurent Fabius cette visite en rappelant que Téhéran n'est toujours pas ouvert aux affaires car la suspension des sanctions est, je cite, temporaire, limitée et ciblée. Je vous propose à présent de découvrir une femme au parcours exceptionnel. Elle est née en France, elle vit en Israël, elle est journaliste, cinéaste, mais surtout une athlète paralympique hors du commun. Elle va représenter Israël au JO de Rio en 2016. Son portrait signé Fleur Citruc. Rien n'arrête Pascal Berkovitch et certainement pas l'accident de train qui la prive de ses jambes à l'âge de 17 ans. La jeune Française émigre en Israël, fait son service dans l'armée et en parallèle de son métier de journaliste, développe sa passion pour le sport. Médaille d'argent en 2007 à la Coupe du Monde d'aviron, elle finit 8e aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle remet ça en 2012 au JO de Londres, mais dans une toute autre discipline, le handbike, et décroche la 6e place. À 46 ans, elle vise d'autres exploits. Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Je sais que ça paraît très très loin. Pour moi, c'est demain, quoi. Je le fais parce que j'aime. J'aime ça. Je trouve ça incroyable, cette chance que j'ai de pouvoir m'entraîner tous les matins. Je sors, je vais au parc, je prends mon vélo, je fonce, je dépasse tous les mecs que je croise. Je me dis, bon, ben voilà, la vie est belle, c'est trop drôle, quoi. C'est rigolo, je m'amuse bien. Pour l'instant, médaille olympique, j'en ai pas. Mais voilà, ça va venir. Je pense que c'est une athlète brillante. Elle est ultra motivée, ce qui rend mon travail beaucoup plus simple. Je dois juste me concentrer sur la partie exercice. C'est une expérience incroyable de travailler avec elle. À côté de ses entraînements quotidiens, Pascal donne des conférences pour motiver des publics très différents. Génie de la high-tech, groupe scolaire, directeur de marketing ou, comme ici, des personnes qui ont perdu un membre de leur famille dans un attentat. Shoshana est la veuve de Jakob Springer, tué dans l'attentat de Munich en 1972. Sa vie est un exemple de comment on peut surmonter une blessure ou un traumatisme. Malgré son handicap, elle atteint des résultats époustouflants. Je l'ai vue escalader, c'est incroyable. Et comment elle pédale à vélo, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est une femme exceptionnelle, je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Pascal se dépêche pour ne pas rater la sortie de classe de sa fille cadette, Mika. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être maman. Et mes 2 vraies médailles d'or, c'est mes filles. Il faut pas erreur. Mais quand j'ai eu mon accident, j'ai compris que ça allait changer toute ma vie. Et j'ai compris aussi que c'était une question de choix. C'est-à-dire que ça pouvait changer ma vie en tragédie ou changer ma vie en grande chance. Et j'ai choisi, une fois que j'ai compris ça, c'était très simple, j'ai choisi d'en faire une chance. Mariée à un sportif comme elle, Pascal montre qu'avec de la volonté, on peut gravir des sommets.
Boaz, une réaction sur cette athlète hors du commun que vous connaissez d'ailleurs? Que je connais bien sûr, mais je suis tellement ravi de la revoir là, via l'écran. Non seulement, alors je vais ajouter encore une chose que vous savez ou vous ne savez pas aussi, en plus d'être une magnifique personne, d'abord on commence par ça, un magnifique athlète, magnifique, quelqu'un d'optimiste, joyeux, heureux, en plus super grand reporter. Début des années 90, elle avait effectué quelques missions très difficiles, très compliquées journalistiques. C'était à l'époque des Juifs d'un certain pays, pour l'ascension on ne veut pas raconter, qui devaient quitter via une compagnie aérienne pakistanaise en plus. Et qui était le grand reporter qui était sur place, qui couvrait, qui suivait? Pascal Berkovitch, en plus. Merci, merci Boaz, restez avec nous. Voilà, et c'est l'heure de notre rendez-vous consommation et tendance avec vous, Yoann Waki, bonjour. Bonjour Barbara. Alors aujourd'hui, on parle de publicité et de paix. Oui, alors de publicité et de paix, et vous allez sûrement me demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce qu'un certain nombre d'initiatives que je vais vous présenter tout de suite me font penser que la paix pourrait peut-être passer, en tout cas en partie, par la publicité. Alors je m'explique. Première initiative dont j'aimerais vous parler nous vient de l'autorité palestinienne qui a annoncé son intention de collaborer avec des agences de publicité israéliennes pour promouvoir ce qu'ils appellent l'autre Palestine. L'autre Palestine, ça veut dire quoi? Alors, l'autre Palestine, c'est tout simplement les bars branchés, les restaurants, la vie nocturne, la vie culturelle des territoires palestiniens, et la campagne de publicité aurait donc pour cible les Israéliens et passerait donc par une agence de publicité israélienne. L'idée est plutôt intéressante, l'initiative est assez curieuse. Il y a quand même un hic dans tout ça, c'est que les Israéliens, depuis un décret militaire, un ordre militaire datant d'octobre 2000, ne sont pas autorisés à rentrer sur les territoires de l'autorité palestinienne. Alors, quel que soit l'impact de cette vidéo, si les Israéliens n'ont pas accès, bon, il y a quelques petits réglages encore à effectuer. L'objectif, c'est peut-être pas qu'ils se rendent dans les territoires palestiniens, mais c'est de changer l'image des Palestiniens auprès des Israéliens. Changer l'image, c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. Étape numéro 2, ce serait pouvoir aller vérifier ou en tout cas aller participer. Ça, c'est pas encore possible. Qui l'a lancé cette campagne? L'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui s'adresse aux jeunes Israéliens. Voilà, et qui va passer pour cela par des agences israéliennes. Bon, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Est-ce que c'est ça qui va faire avancer le processus de paix? Alors, le régler, je suis pas certain. Le faire avancer, peut-être, pourquoi pas. Et quand on voit que ce genre d'initiative est malheureusement souvent isolée, si elles étaient regroupées et concentrées avec un peu plus de force, peut-être qu'effectivement, on pourrait arriver à des choses. Pourquoi la publicité pourrait faire avancer les choses en termes de paix? Tout simplement parce que la publicité permet premièrement de faire passer un message différemment. La publicité peut faire rire, la publicité peut émouvoir, mais surtout convaincre. C'est un peu l'objectif de tous les dirigeants marketing. Et également parce que si les révolutions arabes sont passées par les réseaux sociaux pour faire passer des messages publicitaires, même s'il n'y avait pas de produits à vendre derrière, et que l'engouement et que l'éclatement des révolutions arabes a effectivement fonctionné grâce aux réseaux sociaux, je me dis que si des messages de paix étaient diffusés et exploités à travers les réseaux sociaux, ça pourrait également fonctionner. Et tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la publicité, il y a des enjeux beaucoup plus grands, il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, puisqu'il y a des entreprises qui sont derrière, et que si les entreprises, grands acteurs de la société dans laquelle nous vivons, prenaient part à des conflits ou en tout cas à des solutions politiques ou sociales, on pourrait peut-être faire avancer les choses. Pourtant, on l'a vu, dernier exemple en date avec l'affaire SodaStream, que quand la politique se mêle à la publicité, ça marche rarement. Ouais, alors malheureusement, avec l'affaire SodaStream, et comme c'est souvent le cas, c'est des conséquences. On a des conséquences politiques d'une action en communication qui est souvent involontaire. C'est-à-dire que le partenariat entre SodaStream et Scarlett Johansson n'avait pas pour vocation au départ, n'avait aucune vocation politique. Donc, malheureusement, on se retrouve à être obligé de ramasser les pots cassés derrière. Par contre, si l'initiative est volontairement dirigée dans une action sociale ou une action politique, ça pourrait fonctionner. Ça me fait penser à une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux justement en 2012, partant d'Israël. Je vous laisse la découvrir, on en reparle juste après. Alors, c'était une vidéo qui s'appelait, qui va arriver. Non, toujours pas. Alors ça, c'est une autre action qui est menée par Axe, qui est l'équivalent presse et affichage de la publicité qui est passée au Super Bowl. Je vous l'ai montré la semaine dernière, pour diffuser des messages de paix également. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'assez léger. Il n'y a pas vraiment d'engagement, c'est plutôt de la création. La vidéo dont je voulais vous parler s'appelle « Israel loves Iran », un Israélien qui lance une initiative pour montrer aux Iraniens que les Israéliens, en tout cas en partie, peuvent aimer les Iraniens. Je vous laisse regarder. I see sometime here on the TV an Iranian. He's talking about war. I sure it does not represent all of the people of Iran. If you see someone on your TV talking about bombing you,
be sure it does not represent all of the people of Israel. So within 24 hours, people start sharing the poster on their Facebook. Within 48 hours, the Iranian people start responding to the posters and share back their love to us. Hundreds of messages arriving from Iran telling the Israeli people, we love you back. The day after we were on TV, on newspaper, proving that the message was traveling fast. Okay, now we want to make sure that the message... Une campagne de pub politique, donc ça existe en fait. Donc ça existe, cette vidéo a dépassé les 800 000 vues sur YouTube, ce qui n'est pas rien. Ça fonctionne en tout cas dans l'initiative, dans la volonté, elle est là. Donc on va voir tout de suite d'autres initiatives en dehors du conflit israélo-palestinien, à vocation politique, qui ont plutôt bien fonctionné. En tout cas quand on les regarde, on se dit qu'il y a un impact plutôt intéressant. Avec ce premier visuel qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qu'on devrait voir apparaître sur l'écran très bientôt. Voilà, alors qui nous vient des Tissons, donc Tissons l'amour, pas la haine, un message des publicitaires unis contre toute guerre civile. Donc là on a quelque chose d'assez léger, mais ça fonctionne en termes de processus créatif. Une deuxième campagne qui nous vient cette fois de France pour la marque Eram, la marque de chaussures, qui n'était pas pour lutter contre la guerre, mais qui était pour une action sociale, c'est-à-dire le mariage pour tous. Il y a pile poil 1 an. Je vous laisse découvrir ce visuel. Sociale également. Boaz, ça vous convainc ce genre bien de sûr. campagne? Je suis déjà en train de réfléchir et de dire voilà, après, grâce à Kerry, bien sûr, on aura bien sûr cette paix, on aura un accord et nous irons tous à Gaza pour une boum, mais une boum sympathique pour une fois. Un boum qui fait pas mal, un boum qui fait danser. C'est comme quoi ça peut marcher. Merci beaucoup, Yoann. Merci, Boaz. À demain. À suivre dans le Morning, on parle d'un phénomène peu connu. Ce sont ces jeunes, le plus souvent ultra-orthodoxes, qui décident d'abandonner la religion et d'entrer de plein pied dans cet Israël laïque qui leur est totalement étranger. On ouvre le débat après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va parler à présent d'un phénomène que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de ces jeunes Israéliens, le plus souvent orthodoxes, qui décident un beau jour de quitter la religion pour entrer de plein pied dans cet Israël laïque qui leur est totalement étranger. On va en parler avec vous, Florence Heyman, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, sociologue, historienne, chercheuse au CNRS. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur ce sujet. On va en parler également avec vous, Cyril Amar. Vous avez enquêté également sur le sujet. Vous nous rapportez un chiffre édifiant qui fait froid dans le dos. Au seul mois de janvier, on recense 2 suicides parmi ces jeunes. Oui, 2 suicides parmi ces jeunes pour le seul mois de janvier. Vous savez, la société israélienne, c'est une société qui est généralement connue pour ses nombreux clivages. Et l'un des clivages les plus prégnants en Israël, c'est le clivage religieux et laïque. Et les personnes que l'on va découvrir dans ce reportage, ils connaissent les 2 univers. L'univers Haredi, vous savez, c'est ces craignants Dieu, ces ultra-orthodoxes, ces hommes en noir que l'on découvre lorsqu'on visite Israël à Bnei Brak, dans les faubourgs de Tel Aviv, mais également dans les quartiers de Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim. Et souvent, ce passage-là, d'un univers à l'autre, il s'effectue parce qu'à un moment, la foi s'ébranle, soit à la suite d'un traumatisme personnel, soit tout simplement à la suite d'un cheminement idéologique qui fait qu'un beau jour, on ne croit plus en Dieu, on a envie de sortir de la religion pour aller découvrir ou s'intégrer à la société israélienne, une société libérale et laïque. Alors c'est un passage qui est souvent vécu très difficilement. Et je voudrais vous faire part, si vous voulez bien, de cette récente étude qui a été menée par l'association israélienne Bishvil HaChaim pour la vie, qui a été relayée récemment par le quotidien Haaretz et qui fait apparaître très clairement que les Yotzim Beshela, ces personnes qui quittent le monde ultra-orthodoxe, représentent plus que tout autre groupe de population en Israël des tendances suicidaires. Alors vous le voyez, les personnes qui sont sur le point de sortir de la religion, ils sont 45% à présenter des tendances suicidaires. 40% de ceux qui ont déjà franchi le Rubicon présentent eux aussi des tendances suicidaires, contre 12% pour les laïcs, 10% pour les traditionalistes et 6% pour les autres catégories religieuses en Israël. Je pense notamment aux sionistes religieux. Florence Heyman, pourquoi ces jeunes sont plus suicidaires que les autres ? Je pense que
qu'ils sont dans une situation qui est extrêmement dangereuse pour eux-mêmes et pour leur intégrité. Ils sont souvent en grande détresse, notamment pendant la période où ils passent justement d'un monde à l'autre et qui est une période où, en général, ils sont en rupture totale avec la famille. Ce qui, par la suite, pourra être un peu différent. Beaucoup reviendront d'une certaine manière, non pas dans la famille, mais auront de nouveau des liens avec la famille. Mais pendant cette période de sortie, c'est une période très dangereuse compte tenu du fait que ce sont aussi des jeunes qui sont à une période de leur vie très difficile. Mais bon, quand on verra ce qu'est le phénomène, j'imagine que le reportage le montrera un peu, on comprendra aussi pourquoi ils sont dans cet espace liminaire de toutes les détresses possibles. Alors, vous nous Je propose présentez qu'on ce regarde reportage le reportage et puis on en discute un Allez, petit peu on y va. après. Tenez-moi informé si votre état se détériore, si vous avez des mauvaises pensées. Je veux savoir que tout va bien. Vous avez déjà quitté votre école talmudique, n'est-ce pas? Vous avez quitté complètement le monde ultra-orthodoxe ou pas encore? En temps normal, rares sont les fois où elles alertent la police. Mais ce soir, ces bénévoles de l'association Hillel, qui vient en aide aux Yotzim Besheela, ces ultra-orthodoxes qui décident de quitter l'univers religieux, sont sur le qui-vive. Et pour cause, début janvier, 2 d'entre eux se sont suicidés. Des actes que le directeur de l'association impute indirectement à la rupture brutale avec la communauté d'origine. Je ne peux pas deviner ce qui leur est passé par la tête, mais ce que je sais, c'est que la veille de son suicide, l'un d'entre eux s'était rendu à une cérémonie de fiançailles dans sa famille, et que la famille, ou tout du moins une partie d'entre elles, l'a complètement ignoré. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, c'est qu'il était aux fiançailles et qu'il en est reparti. Le fruit du hasard, peut-être, mais les cas de suicide, 7 en 2 ans, témoignent des difficultés que rencontrent ces personnes de plus en plus nombreuses, qui un jour décident de quitter le monde ultra-orthodoxe. Il y a 4 ans, Shiri Rosenblum faisait le choix de quitter le seul monde qu'elle connaissait. J'ai quitté le monde ultra-orthodoxe suite à un traumatisme que j'ai vécu. Aujourd'hui, je ne suis plus croyante et on ne peut pas continuer à pratiquer quand on ne croit plus. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule dans la rue avec mes 3 enfants. Meir Nahor, lui aussi, est devenu un QG ambulant depuis qu'il a pris connaissance du suicide d'une femme qu'il ne connaissait pourtant pas. Cette femme, je ne la connaissais pas, mais c'est comme si c'était ma sœur. J'ai 12 frères et sœurs, mais je ne peux pas être en contact avec eux. J'ai dormi dans la rue plus d'une fois quand je vivais dans les jardins publics. Ça arrive tout le temps. Malheureusement, la communauté ultra-orthodoxe fait tout pour saboter l'intégration de ceux qui la quittent. Car s'ils réussissaient à s'intégrer, s'ils devenaient avocats, médecins ou simples chauffeurs de bus, cela ferait boule de neige et ce serait une réelle menace. Alors ils préfèrent que les gens se pendent ou se suicident. Meir Vishnitzer a un parcours atypique. S'il porte encore sa grande kippa noire, il a toutefois décidé de prendre ses distances avec sa communauté d'origine dans la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, dans les faubourgs de Tel Aviv. La crise que traversent ces Yotzim Besheela, il l'a vécue dans sa propre famille. Son frère en a fait l'expérience. Ça a brisé la famille. Mon frère a connu des crises psychiatriques très graves. Jusqu'à aujourd'hui, il vit très mal ce traumatisme. Mes enfants reviennent de l'école et m'apprennent des chansons israéliennes, les noms des premiers ministres israéliens et des présidents. J'apprends avec eux. La première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'étudier pour avoir un métier, pour subvenir à mes besoins, à ceux de mes enfants. Mais quand je me suis présentée à l'université, je me suis rendu compte que mes 12 ans d'études ne valaient rien, car j'avais essentiellement étudié des matières religieuses. La députée centriste Adi Kol a réussi à débloquer un budget de 3 millions de shekels, soit 600 000 euros, pour l'association Hillel, une aide qui devrait s'intensifier avec le temps.
Ce n'est qu'un début. L'État doit reconnaître que c'est un fléau social. Shiri Rosenblum, elle, ne regrette rien. À l'inverse de ses amis qui ont décidé de mettre fin à leur jour, elle a décidé de prendre les choses du bon côté. Je suis la femme la plus heureuse du monde, je me sens bien. Bien sûr, c'est pas facile, mais si vous saviez la lumière que contient ce petit appartement, l'espoir qu'il donne à tant de personnes autour de moi, ce fut extrêmement difficile, mais aujourd'hui, ma vie prend son envol. Donc vous voyez une population dans toute sa détresse. Notez que l'association Hillel qu'on voit dans le reportage vient en aide à entre 150 et 200 personnes par an, et depuis sa création, environ 2000 personnes ont été prises en charge par cette association. Puis, une dernière chose, une députée Meretz a proposé récemment une proposition de loi à la Knesset qui vise à tout simplement à allouer à ces personnes-là une allocation, une aide financière pour subvenir à leurs besoins, la même que celle qui est attribuée chaque année aux nouveaux immigrants qui viennent du monde entier en Israël. Alors, Florence Aymen, vous êtes bénévole dans cette association Hillel depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai, comme on le voit, ce sont des jeunes qui arrivent démunis, sans formation, sans métier, sans argent, sans famille. Absolument. Oui. Bon, chaque cas est très différent. D'abord, tout dépend d'où ils sortent, évidemment, étant donné que ce monde ultra-orthodoxe n'est pas un monde homogène. Il y a chaque groupe fait que ceux qui vont en sortir seront des cas particuliers. Par exemple, on n'est pas le même sortant si on sort du monde lituanien ou si on sort du monde chassidique ou si on sort du monde séfarade. Tous ces mondes étant malgré tout ultra-orthodoxes. Mais évidemment, quand ces gens sortent, ils sont au mieux comme des nouveaux immigrants, mais bien pire que ça, parce qu'il faut réaliser qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun cursus scolaire normal, ils n'ont aucun métier, ils n'ont aucun des codes de la société laïque. Quelquefois, ils ne savent pas ouvrir un compte en banque, quelquefois, Et puis surtout, ils ont passé quelquefois 12, 14, 15 ans dans une yeshiva, et puis on leur dit, mais tout ça ne vaut rien. Tout ça, vous devez faire vos bacs, puisque ici il n'y a pas un bac mais des bacs. Sinon, vous ne pouvez avoir aucun métier, et surtout ils ne sont pas allés à l'armée, qui est quand même la grande porte d'entrée dans cette société, dans la société israélienne. Est-ce que vous avez réussi à comprendre quelles sont les raisons principales qui les poussent à quitter la religion ? Est-ce que c'est un problème de foi qui n'existe plus ou un problème de mode de vie trop restrictif ? Là encore, chaque cas est un cas particulier. Bien sûr, il y a des problèmes de foi, il y a des problèmes de doute qui se passent au moment principalement de l'adolescence, comme dans tous les groupes sociaux. Mais simplement, là, ils sont dans une société qui est totalement fermée, close, ghettoisée, quasiment une secte, enfin une société sectaire. Et dans les sociétés sectaires, on n'a pas le droit d'avoir des doutes. Donc, il se passe en général au moment de l'adolescence, qui est le moment en plus où on construit son identité confessionnelle, précisément, une très grande crise. Alors, c'est souvent ce qui se passe. Il peut se passer des tas d'autres choses, comme dans le reportage, nous avons vu qu'il y a eu un traumatisme, et un traumatisme d'ordre sexuel. Il peut y avoir des ruptures graves avec les parents, comme ça se passe dans d'autres familles. Chaque cas est vraiment un cas particulier, c'est assez difficile. Ce n'est pas toujours un problème de foi et de émouna et de ne plus croire en Dieu. Certains d'ailleurs continuent, on a des cas à Hillel où les gens continuent à manger kasher, à respecter le Shabbat. Le principe, certains, enfin, on voit tous les cas, y compris des cas de gens qui continuent à porter une kippa, mais alors ça sera une kippa sruga, c'est-à-dire celle des sionistes religieux. Alors précisément, dans votre enquête, vous faites la distinction entre plusieurs types de dissidents, les religieux orthodoxes, comme vous les avez nommés, mais également les religieux sionistes, ceux qui portent cette kippa sruga. Le processus est différent ? Complètement différent, parce que ce groupe qui sortent du sionisme religieux et qui ont un nom qui s'appelle les Datlashim, qui est un acronyme, l'hébreu aime beaucoup les acronymes, ça veut dire Dati Leshavar, c'est-à-dire anciens religieux. Ceux-là, en gros, ils peuvent enlever leur kippa et ils sont comme vous et moi. C'est-à-dire, ils ont un bac, ils ont été à l'armée, souvent même dans des unités d'élite. Ils connaissent les codes de la société laïque. Ils connaissent les codes, ils sont habillés comme vous et moi,
Ils ont été scolarisés dans des écoles souvent même élitistes. Et donc, ils n'ont aucun problème à s'adapter dans la société. Donc, le problème est totalement différent. Et enfin, dernier élément de différence qui est très important, c'est que la famille ne les rejette pas dans la très grande majorité des cas. Ce n'est pas le cas des ultra-orthodoxes, évidemment. Ce qui n'est pas le cas des ultra-orthodoxes, où la famille les rejette plus ou moins catégoriquement, même si ensuite peuvent se recréer de nouveaux liens, mais beaucoup plus tard. Mais sur le moment, elle les rejette parce que pour la famille, c'est disons que qui va compromettre aussi le mariage arrangé. Voilà, c'est une très grande tâche, ce qui implique aussi la culpabilité du côté du sortant. Pourquoi aussi peut-être ces suicides? C'est parce qu'il porte une telle culpabilité de savoir que ça va être une tare terrible pour la famille. Ils ne vont pas pouvoir se marier, c'est-à-dire ce qui est très important, cette société fonctionne sur l'institution de la famille et sur l'institution des mariages arrangés, des shidduchim. Et si quelqu'un sort dans une famille, cela fait une tache sur l'ensemble de la fratrie. Alors, un mot du phénomène inverse. Oui. Ces juifs laïcs qui décident de devenir religieux, ils restent plus importants en nombre que ces religieux qui quittent ce monde religieux? Ils ont été beaucoup plus importants, notamment après la guerre de Kippour, mais je pense que cela se tarit un peu, le phénomène se tarit un peu, et comme d'un côté le phénomène des Yotzim Lesheela, de ceux qui quittent le monde religieux, grandit et explose un peu actuellement, même s'il a toujours existé, hein, c'est pas un phénomène nouveau. Avec des caractéristiques différentes dans le passé et aujourd'hui. Je pense que le côté de retour à la religion se tarit un petit peu, même s'il existe toujours, et surtout ce qui fait très mal au cœur quand on s'occupe de ceux qui quittent la religion, c'est que, évidemment, ceux qui y reviennent reçoivent beaucoup de subsides de l'État, d'une part, ces yeshivot qui permettent de religiosiser les jeunes sont subventionnés par l'État, alors que ceux qui quittent la religion ne reçoivent aucun subside de l'État. Il a fallu ces 2 derniers cas de suicide pour que l'État commence à dire peut-être que on pourrait subventionner un peu, parce que jusqu'à maintenant, tout a fonctionné sur cette association qui est uniquement faite de bénévoles. Alors on rappelle le nom de l'association, Hillel. Le titre de votre livre apparaît l'année prochaine chez Grasset, Adieu Elohim, quitter la religion dans l'Israël d'aujourd'hui. C'est donc signé par vous, Florence Heyman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cyril. À suivre dans le morning, la télé israélienne n'en finit pas d'inspirer les Américains. Une série Made in Israel va être adaptée aux États-Unis et celui qui tiendra le rôle principal n'est autre que David Schwimmer, le fameux Ross de la série Friends, qui fait son grand retour sur nos écrans télé. Ce sera après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On s'intéresse à présent à l'actualité sur Internet. C'est la revue du web. Là, on commence par l'image du jour en forme de petit clin d'œil. Oui, alors c'est ce qu'on appelle un mugshot. Le mugshot, c'est la photo traditionnelle, si on peut dire ça, obligatoire, prise lors d'une garde à vue chez les policiers ou chez les gendarmes. Alors, on se demande bien ce qu'il a fait, ivresse sur la voie publique, tapage nocturne, quoi qu'il en soit, c'est le poussin Twitter qui est en garde à vue ce matin. Oui, rassurez-vous, c'est un coup de com' en forme de clin d'œil du compte officiel de la gendarmerie française qui voulait saluer l'arrivée de son 15 millième abonné, donc lancé le 22 janvier. Ce compte principalement donne des informations de prévention sur la sécurité routière ou le piratage informatique, et il a l'habitude de manier l'humour, et en tout cas cette image a beaucoup amusé les internautes ce matin. Le petit poussin chez les poulets. Il va bien, il est sorti. Sa maman est venue le chercher. Tout va bien pour lui. Plus, promis. Allez, on reste sur Twitter avec un comeback plutôt attendu, celui du secrétaire d'État américain John Kerry. Il est de retour sur Twitter, vous allez le voir, et il en est très heureux depuis sa prise de fonction à la tête de la diplomatie
diplomatie américaine, c'était en février, John Kerry n'avait totalement cessé de tweeter. Il avait cessé toute activité de son compte Twitter. Alors il envoyait de temps en temps un message signé J.K. sur le compte Twitter du département d'État officiel. Et donc on va voir son dernier message qui date du 12 avril dernier où il dit qu'il va donc arrêter de tweeter. Et donc Jennifer Psaki, la porte-parole du département d'État, a officialisé ce retour hier. Pour elle, je cite, le moment était venu pour que John Kerry recommence à envoyer des tweets. Je n'ai pas compris pourquoi il s'était arrêté. Parce que justement la fonction officielle fait qu'il ne pouvait pas tweeter de son propre compte. Beaucoup d'officiels à partir du moment, par exemple François Hollande, ça a été le cas, il tweetait de son propre compte. Au moment où il a été élu président, il est passé sur le compte de la République, de la présidence de la République. Et là justement, c'est une nouvelle tendance, c'est de revenir sur son compte, on va dire personnel, qui reste quand même un compte officiel mais personnel, pour pouvoir donner cet aspect plus proche des gens. Donc derrière cette décision, il y a aussi un coup de communication pour être plus proche des Américains, comme François Hollande, il y a à peu près un mois, avait voulu revenir sur Twitter avec son compte de campagne. Alors cela dit, vous l'avez évoqué, les comptes personnels, enfin les tweets officiels sont très millimétrés, c'est le cas aussi au Canada. Oui, alors c'est le quotidien québécois La Presse qui révèle dimanche un parcours incroyable. C'est celui d'un simple tweet publié par le compte officiel du ministre de l'Industrie. C'est une vraie usine à gaz. Alors là, on voit le tweet. Donc ça, on va terminer avec ce tweet. Mais pour que ce tweet existe, alors que Twitter est connu en fait pour son côté immédiat, la bureaucratie canadienne prend un soin hors du commun pour tweeter. Alors entre l'idée du tweet et sa diffusion se passe, tenez-vous bien, une semaine. Le parcours est le suivant. Il y a l'idée, elle est validée par le cabinet du ministre. Une personne est chargée de la syntaxe et de la vérification des mots-clés à chaque tweet. Le Canada ayant deux langues officielles, chaque personne est chargée de vérifier la traduction français-anglais. Puis une autre personne vérifie si le tweet respecte toute politique en vigueur. Et enfin, on obtient donc le tweet qu'on a vu, qui est finalement tout bête. Voilà, le ministre participera au salon de l'aéronautique. Qui était déjà fini. Oui, enfin, non, il les prévoit plusieurs semaines à l'avance. Et quand ils n'ont pas de tweet, il y a des mails qui partent pour dire attention, nous n'avons pas de tweet pour les semaines à venir. Donc ils n'ont pas forcément saisi le côté immédiat de Twitter, mais ça a l'air d'être une simple anecdote, mais cela prouve le soin qu'on apporte désormais à la communication via Internet. En fait, il est loin le temps où les responsables des comptes officiels étaient de simples stagiaires. Cela montre aussi en quoi on a compris l'impact désastreux que peut avoir un tweet fail sur une communication, et on est dans un Internet de plus en plus civilisé, et c'est finalement aussi, voire plus important désormais qu'un communiqué de presse. C'est vrai. Et tout le monde suit les tweets. Malheureusement, personne. Et c'est bien là le problème. Allez, on parle également dans la revue du web ce matin de la danse qui enflamme le net. On ne peut pas passer à côté ce matin. Oui, alors c'est la danse qui enflamme le net. C'était au Super Bowl, c'était dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Bruno Mars a fait le show à la mi-temps, on ne l'a pas loupé. Et il a fait un petit pas de danse qui est devenu complètement viral. Et les gens chez eux, sur le réseau social Vine, se sont amusés à le reproduire à la maison. Donc vous allez voir l'original et puis vous allez voir les copies tout de suite. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, J'adore Bruno Mars, il le fait beaucoup mieux que ceux qui l'ont copié. Oui, c'est sûr, mais ils sont un petit peu moins entraînés. Ouais, c'est possible. Non. Ça se rapproche un peu plus de Michael niveau Bruno Mars. On attend votre version, Virginie. Avec demain, plaisir. Sur la table du morning. Demain, sur la table, je pense pas, j'ai pas envie de casser le plateau. Vous avez toute la journée pour vous entraîner. Ouais, non, mais je peux le faire. Aucun problème. Je le fais demain. Vous avez vu le Super Bowl, Rudy ? Alors, je n'ai pas vu le Super Bowl. J'étais pas là lundi matin, mais c'est pas parce que je ne regardais pas le Super Bowl. C'est parce que je regardais un événement bien plus important, le Kitten Bowl. Et ça, c'est spécialement pour vous, sur une chaîne câblée américaine. Vous me parlez encore de chat ce matin ? Oui, sur une chaîne câblée américaine. C'est désormais une tradition depuis quelques années. Il y a le Kitten Bowl. C'est le Super Bowl, mais pour les chats, ça dure 3 heures. C'est un énorme show. Et sur Internet, ça a été énormément live-tweeté. Énormément vous êtes sérieux chaque matin quand vous me parlez de chat ? Mais bien sûr. Vous aimez ça vraiment ? Non. Ou c'est du second degré ? Non, c'est du 8e degré. Mais, il y avait de la pub aussi dessus ? Ah oui, il y avait tous les ingrédients d'un Super
Super Bowl et on va regarder. Alors évidemment, les images coûtent trop cher, on n'a pas pu les acheter. On va juste regarder la bande-annonce du Kitten Bowl de cette année. Donc ça a enflammé les nuits américaines, mais ça a vraiment enflammé Internet toute la nuit de dimanche à lundi, presque autant que le Super Bowl. On regarde. Join Beth Stern and John Sterling as they host Hallmark Channel's Kitten Bowl. Premiere Sunday, February 2nd at noon, only on Hallmark Channel, the heart of Frisky. Qui a gagné? Un chat. Quelle surprise. Un chat, mais cela dit, vu les règles du football américain, c'était finalement aussi passionnant de suivre ce Kitten Bowl. On avait largué dans tous les cas. Pour moi, c'était mignon. Et on avait des concerts? Non, il n'y avait pas de concert de chat. Grumpy Cat, non, Bruno Mars sans chat, pas Grumpy Cat non plus à la mi-temps. Bon, voilà, ils l'ont fait avec les moyens du bord, mais c'était très mignon. Bon, merci, retire. Alors, on a parlé des chats, on va parler à présent des chiens. Est-ce que vous avez un chien, Rudy? Non. Vous en avez un? Oui, on le connaît. On l'avait ramené en plateau, Bounty. Il s'appelle Bounty. Exactement, Alors, un petit chihuahua. En tout cas, à Tel Aviv, et vous l'avez certainement remarqué, c'est là une nouvelle tendance d'avoir un chien. On ne peut pas se promener, aller à la plage ou entrer dans un restaurant sans les voir partout dans la ville. C'est vrai, vous confirmez. Je confirme, tout à Tel fait. Aviv, c'est sans doute la ville la plus dog-friendly au monde, comme nous le rappelle Fleur Citruc. En 30 ans, la population de chiens a triplé à Tel Aviv, alors que pendant la même période, le nombre d'habitants n'augmentait que de 10%. Dans certains quartiers, jeunes et branchés comme à Florentine, on compte jusque 5000 chiens au kilomètre carré. Fooding, habillement, dog-sitter, taxi et même télé pour chiens. Tout un business s'est développé autour de Médor. Et dans le pays de la high-tech, les applis bien sûr se sont multipliées. Là, je cherche une application pour trouver où se trouve le parc le plus proche. Donc là, j'ai trouvé, voilà. On voit qu'il y a le Gan Meir à côté et il y a tous les copains de Shekel qui l'attendent déjà. On va au parc? Shekel, on va au parc? Tel Aviv compte plus de 60 parcs réservés aux chiens. La ville s'affiche résolument dog-friendly. Proportionnellement à la population, il y a 20 fois plus de parcs pour chiens à Tel Aviv qu'à New York ou Los Angeles. Et regardez là, on se trouve à la fourrière municipale. Près de 1000 chiens passent ici chaque année. Et nous avons une politique de no-kill. Aucun chien n'est piqué. Certains restent parfois ici 1 an ou 2 jusqu'à ce qu'on leur trouve un foyer. Tel Aviv est sans doute le seul endroit au monde où des chiens sont admis dans un centre commercial, ont leur propre plage et bénéficient même de traitements de médecine douce. Kelev, un pointer de 13 ans, était paralysé suite à une chute de 4 étages. Généralement, les gens qui utilisent la médecine holistique pour eux-mêmes en connaissent les bienfaits et ils veulent en faire bénéficier leurs animaux domestiques. Bon, en plus, dans le cas de Kelev, la médecine classique n'a pas pu l'aider alors qu'il était paralysé pendant 2 semaines. Des amis à 4 pattes chouchoutés. Pourtant, chiens et traditions juives n'ont pas toujours fait bon ménage. Une fois de plus, Tel Aviv fait figure d'exception en Israël. La plupart des jeunes en Israël viennent vivre à Tel Aviv pour au moins quelques années et là ils essaient de développer un style de vie plus en phase avec le monde global. Ils veulent profiter de l'instant présent, vivre au jour le jour, loin de l'engagement qui est requis par la société israélienne et ses idéaux nationalistes. Le chien est un accessoire de ce mode de vie plus individualiste. Et selon une étude menée par l'université de Tel Aviv, les propriétaires de chiens, bien obligés de sortir Rex, connaissent mieux du coup leur quartier et ses habitants. Complètement has-been les sites de rencontres. Aujourd'hui, pour briser la glace à Tel Aviv, rien ne vaut un petit carlin ou un labrador. C'est un bon moyen pour faire des rencontres. C'est sympa, et vous savez qu'il y a même des applications où tous les propriétaires de chiens peuvent se rencontrer comme une sorte de Facebook. Le et puis, Tinder. C'est le Tinder pour chiens. Je parle pas de cette application, il y a ça aussi, mais c'est une autre application. Quand vous pouvez pas sortir votre chien, bien vous faites ami avec d'autres propriétaires et puis vous échangez les numéros pour sortir les chiens et puis on fait des rencontres par la même occasion. Tel Aviv, le paradis des chiens. Bounty n'est pas trop jaloux?
Non, je ne l'ai pas mis sur cette application. Peut-être que je le mettrai Tinder, Marc. Alors Virginie, tous les matins, vous êtes avec nous pour nous parler de l'actu télé, l'actu artistique du moment. Et ce matin, on commence par l'adaptation d'une série israélienne. L'adaptation, j'ai dit quoi? L'adaptation, c'est pas grave. Ça veut rien L'adoption dire. de chiens, c'était dans le même contexte. En même temps, on adopte une série ou un film. L'adaptation d'une série israélienne aux États-Unis. Effectivement, et l'un de ses personnages principaux n'est tout autre que Ross de Friend. D'ailleurs, il vous ressemble un peu, Rudy. C'était le dernier de la bande à ne pas avoir fait surface à la télévision, mais mieux vaut tard que jamais, puisque 10 ans après, l'acteur David Schwimmer revient sur le devant de la scène, et ce, sur l'une des prochaines comédies de la chaîne ABC qui s'appelle Irréversible. Alors la série est adaptée du programme israélien très populaire Bilti Afish, alors je le dis certainement très mal. Voilà. Bilti Afir, une série écrite par Sega Lavin qui est à l'origine de la série The X List, ainsi que Ra'anan Shaked. Alors Irréversible suit les mésaventures d'Andy et Sarah, ce sont les homonymes Doudi et Rona, un couple complètement excentrique et égoïste. Andy, c'est le personnage qui sera joué par David Schwimmer, c'est un écrivain très pessimiste qui a déjà publié 2 livres. Alors l'un d'entre eux a été un succès, l'autre pas du tout. Alors on le découvre en panne d'inspiration pour son 3e roman et forcé d'animer des ateliers de formation pour pouvoir former de futurs écrivains, ce qui ne fait pas du tout plaisir. Et donc c'est Ross qui va tenir le rôle donc de l'homme du couple. Exactement. Alors qu'en est-il des autres acteurs de Friends? Ils ont une actu en ce moment? Alors les autres, oui effectivement, les autres ont bien avancé, surtout Jennifer Aniston qui continue sa petite route à Hollywood. Elle a enchaîné... La femme la plus sexy du monde, on est d'accord avec ce classement ou pas? Non, moi j'aurais dit Angelina Jolie peut-être. Et vous, Rudy? Virginie Khalifa. Oh merci Rudy, vous êtes l'homme le plus sexy du monde. Barbara, désolée. Je suis jalouse. Non, Jennifer, alors la femme la plus sexy du monde selon... Je sais plus, c'était un classement qui est sorti. Bon, selon un classement X, vous pourrez la retrouver dans Life of Crime, She's Funny That Way, ou encore Comment tuer son boss 2, un film que je n'avais pas tellement apprécié. On verra si le 2 est meilleur. En ce qui concerne Matthew Perry, qui est donc connu par ses fans pour son rôle de Chandler, lui, il travaille de son côté sur un projet de remake de Odd Couple, un programme qui est très célèbre aux États-Unis et qui a fait un carton dans les années 70. Alors, il avait pas eu beaucoup de chance, il avait tourné dans 2 autres séries, mais qui ont été annulées pour faute d'audience. Et puis pour ce qui est des autres acteurs de la série, on a Matt LeBlanc qui joue actuellement son propre rôle dans la série Épisode. Alors vous le voyez sur la photo, c'est lui. Joey. C'était le préféré de tous en général. En ce qui concerne Courtney Cox, la jolie brune, elle apparaît dans Cougar Town, donc elle a pris un coup de vieux, mais elle est toujours aussi belle. Et Lisa Kudrow, de son côté... Ouais, vous êtes sympa, hein, vous la taclez comme ça. Non, Cougar Town. Ça veut tout dire. Bon, mais j'ai dit qu'elle était toujours aussi belle. D'accord, toujours aussi belle. Et pour ce qui concerne sa copine Lisa Kudrow, elle interprète une psychothérapeute égocentrique dans Web Therapy. Alors on leur souhaite à tous bon courage pour la suite. Alors autre actu télé mais en musique cette fois, c'est The Voice en France. Ouais. Et une artiste qui a séduit le jury grâce à une chanson d'un artiste israélien. Effectivement, alors il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Natasha Andréani. Alors elle a séduit le jury avec une jolie reprise de l'artiste israélien Asaf Avidan sur la musique de One Way. Alors à peine arrivée à l'émission, donc elle a 19 ans, elle était complètement tétanisée en fait parce que l'année dernière elle s'était rendue à The Voice et puis elle avait complètement raté son audition. Mais cette année, eh bien, le jury s'est tout le monde s'est retourné. On était ravis de cette version de la jeune femme. On a même dit dans les médias en France que sa version était meilleure que celle d'Asaf Avidan, exactement. Et finalement, eh bien, elle a choisi Garou en tant que coach. Et on a des images, donc peut-être... On va aller voir dans un instant. En attendant, je vous dis merci beaucoup, les amis. À demain, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien et on se quitte donc avec The Voice. Wow.